C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la mort suspecte de l'ancien ministre sénégalais des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, est décédé le 4 novembre à Paris. L'autopsie a révélé que sa mort n'était pas naturelle. Sa famille continue de réclamer son corps. Nous serons à Dakar dans ce journal. Pascal Afine-Guessant, réélu à la tête du FPI, sans surprise, il sera le candidat du parti pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Lors de son discours, il en a profité pour tacler le président Alassane Ouattara et le mettre en garde contre un 4e mandat. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous parlerons environnement. C'est ce lundi que démarre la COP29, l'occasion pour nous d'accueillir une lanceuse d'alerte environnementale malgache. Elle se bat pour la préservation d'une forêt primaire dans l'est de l'île, aux dépens de sa vie. Interview à suivre. Au Sénégal, la famille de l'ancien ministre des Finances et du Budget continue de réclamer son corps. Mamadou Moustapha Ba est décédé le 4 novembre dernier à Paris et l'autopsie a révélé que la mort était suspecte. La correspondance à Dakar d'Elimane. Dans un communiqué publié ce dimanche, le procureur de la République informe que les éléments de l'autopsie réalisée sur le corps de l'ancien ministre des Finances révèlent que sa mort n'est pas naturelle. Le procureur de la République qui informe que son inhumation est programmée à une date ultérieure, alors que la famille de Mamadou Moustapha Ba réclamait le corps pour pouvoir l'inhumer ce dimanche. L'avocat de la famille, Maître El Hadj Diouf, estime que la famille est outrée et choquée par la décision prise par le procureur de la République, Maître El Hadj Diouf, qui conteste d'ailleurs les arguments avancés par le procureur. Mamadou Moustapha Ba a été ministre des Finances entre 2022 et 2024. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait, dans un point de presse fin septembre, mis en question son passage au ministère des Finances et du Budget. Ousmane Sonko qui a accusé le régime sortant de falsification de chiffres sur l'économie sénégalaise. Les hommes d'hommes persistent ainsi sur la mort de Mamadou Moustapha Ba. Dans un tweet mardi dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait salué sa mémoire. 99%, c'est un score sans équivoque pour Pascal Afine-Guessant. L'ancien Premier ministre ivoirien a été réélu ce dimanche à Yamoussoukro à la tête du FPI. Lors du congrès du parti, il sera donc candidat à la présidentielle de 2025. Les détails de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. Sans surprise, Pascal Afine-Guessant a été réélu à la tête du Front populaire ivoirien ce dimanche et sera donc le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025, une élection qu'il a remportée à 99% face à Pierre Dagbo Godé lors du congrès du parti qui s'est tenu ce week-end à Yamoussoukro. Alors l'ancien ministre de Laurent Gbagbo en a profité pour détailler sa mesure phare, la mise en place d'une 4e république où le régime présidentiel serait modéré et le cumul des mandats interdit. Il en a également profité pour tacler l'actuel président Alassane Ouattara, rappelant que sous son mandat, l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire avait baissé. La veille, il avait également appelé à ne pas se présenter pour un 4e mandat. Alors, le congrès a également été l'occasion pour Pascal Afine-Guessant de régler ses comptes avec les dissidents de son parti qui est en proie à une crise interne depuis plusieurs mois, notamment depuis qu'il a rompu son partenariat avec le parti au pouvoir, le RHDP. Son adversaire à la présidence du parti, Pierre Dagbo Godé, avait tenté au mois d'octobre en vain de faire annuler ce congrès. Il avait tenté cela devant la justice. Il a été suspendu pour 5 ans, tout comme Issakia Sangaré, l'ancien secrétaire général du parti, qui était également le porte-parole et qui lui avait annoncé la création d'un nouveau mouvement au sein du FPI au mois d'octobre dernier. Leurs soutiens, quant à eux, ont été suspendus pour des durées allant de 1 à 3 années. Les résultats partiels des législatives à Maurice, le Premier ministre sortant Pravind Jugnauth a reconnu ce lundi sa défaite. Son rival Navin Ramgoolam, chef du Parti travailliste, l'Alliance du changement, a été donné vainqueur. Un scrutin marqué par des inquiétudes sur l'instabilité politique et économique du pays, mais malgré les scandales de corruption, Maurice reste l'une des démocraties les plus stables du continent.
La 29e conférence climatique de l'ONU s'est ouverte ce lundi à Bakou en Azerbaïdjan. L'enjeu principal de cette COP, qui durera jusqu'au 22 novembre, est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement. Objectif affiché, que les pays pauvres puissent se développer sans charbon ni pétrole et puissent affronter les changements climatiques. Et on va en parler du climat avec notre invitée. Elle est lanceuse d'alerte. Elle s'appelle Angélique Razafine Drazoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous battez en particulier pour la préservation d'une petite forêt primaire à l'est de Madagascar. Et cela vous a d'ailleurs valu des menaces. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre combat. Vous êtes présidente de l'association Razni Voïboula. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'association Razan Voïboul est une association franco-malgache. Voilà, elle protège l'une des dernières forêts primaires de Madagascar. Elle fait 2800 hectares à l'est de Madagascar. Et donc, vous vous battez pour la préservation de cette forêt. Qu'est-ce qu'elle représente pour l'environnement dans la région ? Cette forêt, pour les autochtones, c'est en fait en cas de cyclone, c'est un peu le parapluie, quoi, des villages. Et elle nous préserve, au fait. Et actuellement, ça fait depuis, avec la communauté, on se bat depuis 8 ans maintenant pour sa conservation parce qu'elle est unique. Jusqu'à il y a 15 jours encore, on a retrouvé une petite araignée, désolée, je suis un peu... Je vous en prie. Une petite araignée. Au fait, on découvre tous les jours une faune et une flore incroyables. Et qu'est-ce qui menace cette forêt exactement ? Pourquoi elle est menacée aujourd'hui ? Elle est menacée parce qu'il y a une déforestation, voilà, une forte déforestation active. Il y a du charbonnage, du braconnage. On tue les lémuriens, voilà. Alors que les lémuriens, il n'existe qu'à Madagascar. Une espèce protégée. Dans cette forêt, il y a 7 variétés de lémuriens. Il y a la plus petite grenouille au monde. Et pourquoi sont-ils tués, les lémuriens ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? Ils sont tués pour être mangés, tout simplement. Et aussi, ils sont tués parce qu'on brûle la forêt. Voilà. On brûle la forêt pour en faire du charbon. Alors que cette forêt, elle est très, très riche. Il y a du bois précieux, bien sûr, mais surtout, c'est une forêt endémique. Il y a une biodiversité incroyable dans cette forêt. Et que font les autorités pour protéger la forêt jusqu'à présent ? On est en cogestion avec le ministère de l'Environnement pour cette forêt. Mais en étant en cogestion, en fait, ça ne suffit pas. Donc, il y a un mois, j'ai déposé une demande de classement de la forêt en aire protégée pour qu'on ait plus de visibilité au niveau mondial. Et il y a urgence parce que sur les 2800 hectares, il reste 1200 de forêt. C'est une forêt primaire. Effectivement, il y a urgence. Alors, vous êtes en Europe en ce moment parce que vous étiez à Dublin pour une conférence sur les lanceurs d'alerte. Quel bilan en tirez-vous, notamment sur les lanceurs d'alerte environnementaux ? Vous en avez rencontré d'autres ? C'était très émouvant d'écouter tous ces lanceurs d'alerte venus du monde entier. J'ai fait un témoignage aussi là-bas. Et déjà, c'était de ne pas se sentir seul. Voilà. Finalement, c'est une unité, il y a une force. Je suis ressortie de là encore plus forte. C'est vrai que j'avais perdu espoir, mais là, je vais rentrer avec une rage de classer cette forêt en urgence. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, vous êtes menacée. Vous avez rencontré aussi d'autres lanceurs d'alerte qui subissent aussi des menaces quotidiennes parce qu'ils se sont engagés dans la protection de forêts, par exemple,
ou de l'environnement de manière plus globale? Oui, 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 j'ai rencontré, moi-même, je suis menacée. Ce qui est le plus dur, c'est que la personne qui m'a menacée, au fait, c'est un conseiller, un élu local. Et le jour où il est venu me menacer, je l'ai serré dans mes bras, en fait. C'était important qu'il ressente cette rage que j'ai, et je l'ai murmuré, en fait, dans l'oreille, que jusqu'à ma mort, je protégerai cette forêt. Désolée, je suis un peu émue. Et à un moment donné, il a sorti de sa poche, il a mis la main dans la poche, et avec le recul, je me suis dit, mais s'il avait une arme, en fait, à ce moment-là, il m'aurait assassiné, puis ça aurait été fini, quoi. Mais au fait, il a sorti sa carte communale. Voilà. Le pouvoir. Voilà. Et c'est pas juste. En fait, c'est pas juste parce que on m'a changé ma plainte de menace de mort en voie de fait légère. Cette personne-là a eu que 6 mois avec sursis et environ 200 € d'amende. Mais malgré ça, il a fait appel, pour vous dire. Et ce qui est drôle, c'est que le jour de l'audience, au fait, s'il m'avait simplement demandé pardon, j'aurais laissé tomber cette plainte. Mais il ne m'a pas demandé pardon. Et c'est parce que... Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de protéger cette forêt? Pourquoi c'est pas limpide, c'est pas simple? Le souci à Madagascar, c'est la corruption. Voilà. Le président fait beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que Madagascar, c'est grand. Voilà. Et on oublie un peu. Nous, on est dans un petit village avec les autochtones. On est loin. On est à 3 heures de la ville. On n'a pas accès en voiture. Et c'est vrai que... Donc voilà, je lance un appel. Il faut pas nous oublier. Parce que sans ces aires protégées, il reste 10% de forêt à Madagascar. Aujourd'hui, justement, il y a la COP29 qui a démarré. Quel est votre message? Que les protections des lanceurs d'alerte environnementaux et de droits humains soient appliquées. Voilà, qu'il y ait une loi pour nous, les défenseurs de droits humains et de l'environnement. Concernant rapidement la situation environnementale, est-ce que vous pensez que la communauté internationale peut agir aussi pour cette forêt primaire, par exemple? Bien sûr, bien sûr. À Dublin, en fait, j'ai parlé devant les Nations Unies et l'Union européenne. Et c'est vrai qu'ils ont été très touchés par ma situation. Et je crois en la justice. Et je suis sûre qu'en rentrant, ça va aller. Et que cette forêt, elle soit classée. Je pense que l'urgence est là. Parce que la communauté, les villageois sont prêts à protéger cette forêt. Et l'important, c'est que justement, ce soit les villageois qui la valorisent. Et ils sont déjà responsables, voilà, de cette forêt. Votre message est passé. Merci infiniment, Angélique Razafine-Radzouar, militante pour la préservation de l'environnement et de la forêt primaire à Madagascar. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous tout de suite. C'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger. Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain, en toutes circonstances, pour anticiper le futur, en comprenant le présent. Nous sommes avec vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité.